et dans un ouvrage qui s'appelle Désir de nature dans Grand Tunis. On attend le deuxième livre. Oui, un autre est en cours, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je n'ai pas tout publié dans ce premier ouvrage, donc je laissé un peu pour un autre. J'y ai pris goût, figurez-vous. Et cet ouvrage a été justement soutenu par le Fonds national suisse de recherche, donc merci la Suisse. Et donc je vais parler aujourd'hui de la ville de demain. Donc la ville de demain qui sera, on va le voir, résolument végétale. Donc je vais parler de nature, de présence de nature dans la ville. Donc on a vu à travers les différentes communications de ce matin qu'il y a des choses qui sont faites en Tunisie, mais il y a encore beaucoup de marge de progression. Donc la marge de progression elle se situe pas seulement au niveau du recyclage, des batteries, des différents types de déchets, mais aussi de la présence de nature dans nos villes en Tunisie et on peut remonter en généralité par rapport à l'ensemble des villes africaines. Donc je vais parler des solutions basées sur la nature pour des villes plus végétales. Donc ce vocable est très à la mode. Alors on peut le dire en anglais, ça fait très chic, Nature-Based Solutions, ça fait très branché, mais ça va aussi bien en arabe. Ça fait très UNEP. Donc la ville de demain sera résolument végétale. Donc, et le végétal est un actant à plusieurs échelles dans les villes. Donc je parle essentiellement du milieu urbain. D'abord dans la lutte contre les effets du changement climatique. Et là je vois une belle affiche de la FNAC qui dit qu'il y a une urgence climatique. Il faut agir ensemble et tout de suite, on ne peut plus attendre parce que nous sommes dedans. Le végétal aussi a un rôle sur la santé humaine, je ne vais pas vous l'apprendre. Il a aussi un rôle écologique. En fait, les différents rôles vont se recouper à la fin. Donc, s'il a un rôle écologique, c'est que forcément, il a un rôle sur la santé humaine. Il a un rôle sur la structuration de l'espace urbain. Une ville végétale est une ville belle. Un axe qui est planté est un axe lisible où on est aussi agréable de se promener sous les arbres plutôt que sous le soleil dans nos villes qui sont très chaudes, surtout en période estivale. Il a un rôle esthétique et il a aussi un rôle culturel et social puisqu'on se rencontre, on peut faire des amis, on peut passer un moment agréable dans les espaces verts et dans les jardins publics. Alors, le très sérieux Nature Journal vient de sortir il y a quelques jours, le 19 novembre 2024, un article aussi très sérieux qui sort un moyen pour évaluer si une ville est suffisamment végétalisée ou pas. L'objectif, c'est de voir le bien-être humain, human well-being, parce que ce qui nous intéresse finalement, c'est l'être humain dans tout ça. En tous nos propos, dans tout ce qu'on raconte, c'est l'être humain qui nous intéresse, qui est le centre de nos préoccupations. Si on veut préserver la planète, c'est pour que nous puissions perpétuer l'espèce humaine. Donc, le Nature Journal, il a sorti un moyen pour évaluer qui s'appelle la règle des 300, pardon. Alors, les 3, c'est quand on est chez soi, avoir devant nous 3 arbres. Ici, je n'en vois pas. Par notre fenêtre. Les 30, c'est vivre dans un environnement où on a 30% de couvert végétal. C'est-à-dire que l'espace dans lequel on vit, il y a 30% qui est occupé par du vert. Ici, malheureusement, on a beaucoup plus de blanc que de vert. Et du gris, hélas. 300, c'est vivre à moins de 300 mètres d'un espace vert. Alors pourquoi 300 mètres précisément? Parce que c'est la distance marchable. Au-delà de 300 mètres, on a tendance à prendre la voiture. Évidemment, c'est à adapter aux conditions locales. En Tunisie, on a tendance à prendre sa voiture pour être juste en face de la porte de la boulangerie et pas aller plus loin. Donc, mais voilà, on va garder en tête cette règle de 3, 30 et 300. Donc, les solutions basées sur la nature ou Nature-Based Solution, en 2 mots, je ne vais pas faire un cours, c'est une approche par les écosystèmes. En fait, la ville, le champ d'étude de la ville, c'est un champ pluridisciplinaire. Il y a les urbanistes, il y a les sociologues, il y a les historiens, il y a les environnementalistes, et j'en passe. Il y a aussi, donc cette approche-là, c'est celle des environnementalistes qui considèrent que la ville est un écosystème.
Donc, les SBL consistent à protéger et restaurer les écosystèmes de manière générale, et en particulier les écosystèmes urbains. Ceci nous donne la possibilité de réduire les effets du changement climatique en agissant sur l'adaptation et l'atténuation. Justement, les effets des changements climatiques, au fait, faire des villes résilientes, la résilience a deux facettes, l'adaptation et l'atténuation. Vous devez sûrement le savoir, mais c'est juste un petit rappel pour cadrer la suite de mon propos. Donc, on a deux types de politiques. Les politiques d'atténuation, de dire le réchauffement climatique augmente tous les ans. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est essayer de ralentir, d'atténuer, de diminuer cette augmentation. C'est pour ça qu'il y a les COP 21, 28, 29, etc. Ensuite, il y a les politiques d'adaptation. L'idée, c'est de se dire, le réchauffement climatique est une réalité. Il est là. En été, on a de plus en plus chaud, surtout dans nos villes autour du bassin méditerranéen. Et donc, il faut vivre avec et surtout éviter des pertes humaines. Les périodes de canicule, on le sait, peuvent nous coûter très cher en pertes humaines. En Tunisie, on n'a pas de statistiques, mais par exemple en France, en 2003, je crois, on a dénombré à peu près 15 000 morts supplémentaires. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment sauvegarder les vies humaines. Alors, le réchauffement climatique, les politiques d'atténuation, eh bien, on considère les forêts sont considérées comme étant des puits de carbone. Elles vont absorber le CO2. Donc, il faut évidemment, tant qu'elles sont là, après, quand on les coupe, elles vont libérer tout le CO2. Donc, ce qu'on dit, il faut planter des forêts, de préférence près des villes, puisque c'est dans les villes qu'il y a des émanations de CO2, d'activité humaine, et surtout sauvegarder les forêts. Donc, la présence du végétal aussi, elle a un rôle dans les politiques d'atténuation, puisque la présence du végétal autour d'un bâtiment, je suis architecte donc je parle de bâtiment, c'est ce sujet, eh bien, elle va créer un microclimat. Et ce microclimat, il va justement avoir un impact sur la consommation d'énergie et le confort dans le bâtiment. Si autour d'une maison il y a des arbres, il va y avoir moins d'ensoleillement direct. Donc cette maison-là ou cette construction-là, elle va réchauffer moins, donc on va utiliser moins de climatiseurs. Et en hiver, on va utiliser moins de chauffage. Ces surfaces végétalisées réchauffent moins. En été, vous pouvez marcher pieds nus sur un sol en terre ou du gazon, mais vous ne pouvez pas marcher pieds nus sur une allée qui est dallée. Vos pieds vont cramer. Et bien, c'est pareil pour le bâtiment. Quand il y a autour d'un bâtiment des surfaces minéralisées, il va réchauffer plus que s'il y avait des surfaces végétalisées. Et de cette manière-là, la présence du végétal contribue à lutter contre l'effet des îlots de chaleur urbains. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des îlots de chaleur urbains, mais rapidement, il s'agit d'une élévation localisée de température, comme vous voyez ici sur cette courbe-là, au niveau du centre de la ville dense. Pourquoi? Parce qu'il fait plus chaud dans le centre-ville plutôt que dans la périphérie, parce qu'il y a moins de végétal, il y a plus de surface minérale, et les surfaces minérales, ça veut dire les murs, les chaussées, les trottoirs vont emmagasiner la chaleur. Donc, et alors que le végétal, au contraire, il va rafraîchir le jardin. Voilà, il va rafraîchir. Alors, plus, là, évidemment, c'est dans le centre urbain qu'il y a le plus d'activité humaine. Le dégagement de chaleur, des voitures, des climatiseurs, etc. Ça se rajoute au bilan énergétique global. Et plus il fait chaud, plus cette différence est importante. Si on est dans les 35 degrés, on va avoir entre 1 à 4 degrés de différence dans le centre urbain dense. Si on avoisine les 50 degrés, on peut remonter jusqu'à 8 degrés. Et à Tunis, ville, on a vécu des journées à près de 50 degrés. Donc, face à ça, les parcs et les jardins sont considérés comme des puits de fraîcheur, donc des îlots de fraîcheur. Nous avons le parc du Belvédère ici.
en pleine journée de canicule, si vous sortez de la ville, vous rentrez dans le parc du Belvédère, vous allez voir qu'il fait beaucoup plus frais. C'est un havre de paix et de fraîcheur. Donc ceci n'est pas du tout une vision de l'esprit, puisque l'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme, a fait des relevés et une étude scientifique très sérieuse. Alors, à quoi ça nous sert, nous, les architectes, ces études d'ingénieurs? Eh bien, c'est pour mieux argumenter le propos, pour mieux vous convaincre. Donc, ici, nous avons une vue du Champ de Mars à Paris, où on voit qu'il y a ici un espace végétalisé et à côté la ville dense. Une image en infrarouge, je pense, c'est comme ça qu'on appelle ça, voilà, prise le soir au mois d'août, montre que le bleu ici, les surfaces les plus fraîches, se trouvent au niveau du jardin, alors que le rouge, c'est la surface la plus chaude, se trouve au niveau de la ville, au niveau du tissu urbain des bâtiments. Donc, il fait plus frais, évidemment, c'est la palisse, mais ce qu'on voit aussi, c'est que l'effet îlot de fraîcheur, il est vraiment localisé au niveau du jardin. Dès qu'on sort du jardin, il refait chaud. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment planter un peu partout et d'une manière continue dans la ville. Alors, ici, c'est une simulation, toujours faite par le très sérieux APUR, qui montre, ici, c'est l'îlot de chaleur actuel en région parisienne. Ici, la courbe la plus basse, si on ajoute environ 30% de végétal. Ce qui nous fait penser d'ailleurs à la règle des 3-30-300 qu'on a vu tout à l'heure. Alors, l'arbre fonctionne finalement comme un climatiseur, ce qui explique l'îlot de fraîcheur. Comment? Eh bien, il y a 4 phénomènes. Le premier, vous connaissez tous. Vous savez tous, je ne vous apprends rien quand on vous dit que lorsque vous êtes à l'ombre d'un arbre, assis sur un arbre, vous avez moins chaud. Donc c'est l'effet d'ombrage direct. Ça, c'est tout le monde le sait. Même d'ailleurs, les animaux le savent. Quand il fait chaud, ils vont aller à l'ombre pour se rafraîchir. L'effet d'ombrage indirect. Tout à l'heure, je disais que les surfaces minérales prennent beaucoup de chaleur. S'il y a de la végétation à proximité, des allées, des murs ou même des voiries, eh bien ces surfaces-là vont chauffer moins. Et si elles se chauffent moins, elles vont restituer moins de chaleur la nuit. Logique. Il y a aussi un effet courant d'air. La frondaison des arbres, le feuillage, de par sa configuration, sa forme, il va créer un petit courant d'air localisé. Effet évapotranspiration, c'est la conjugaison de la transpiration et de la vapeur. Donc l'augmentation de l'hygrométrie de l'air au niveau de l'arbre, il va avec le micro-courant d'air et les effets en ombrage direct fait que l'arbre fonctionne comme un climatiseur. Quand mes enfants étaient petits, je vivais en France, je les emmenais le mercredi matin dans un parc. Il y avait un grand arbre à frangipanier. Alors toutes les mamans venaient très tôt le matin pour se mettre sous cet arbre-là et elles disent c'est l'arbre climatiseur. Eh bien elles ont raison. Alors il y a d'autres villes ont aussi fait des petites astuces pour enclencher le phénomène d'évapotranspiration en été. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là on a l'exemple de la rue Garibaldi à Lyon où il y a un ancien tunnel qui passait sous la voie. Ce tunnel a été désaffecté, il n'était plus utilisé pour en raison d'un changement du plan de circulation. Eh bien, il a été réutilisé pour récupérer les eaux pluviales, comme on fait nous dans les maisons traditionnelles en Tunisie. Cette eau, elle est utilisée en été, non pas seulement pour arroser le végétal, mais aussi pour réenclencher le phénomène d'évapotranspiration, pour ramener de l'humidité dans l'air et pour que la voie soit plus fraîche. Dans nos traditions tunisiennes et surtout nord-africaines de manière générale, l'été, l'après-midi, on vient et on met un peu d'eau devant la maison. Donc ça, on le sait, on le fait sans comprendre comment ça se passe. Mais c'est ça, c'est une question de bon sens ancestral. Alors évidemment, il faut planter des arbres, mais pas n'importe lesquels, n'importe où. Donc il y a des arbres qui donnent plus d'ombre que d'autres, donc il faut connaître les spécificités d'un arbre. Si vous plantez des palmiers sur une voie, ils ne vont pas du tout faire ou très peu d'ombrage. Ils vont être utiles pour
pour la lisibilité de la ville, pour le marquage de l'axe urbain, pour d'autres objectifs, mais pas pour donner de l'ombre. Alors, on choisit les espèces en fonction de la forme urbaine, de la largeur de la rue, de la hauteur des bâtiments et surtout de l'orientation de la rue. Alors, on revient toujours à la Pure, qui ont fait une étude. Alors, eux, ils ont pris 2 rues qui ont exactement la même forme, la même orientation. Elles sont des rues identiques des boulevards haussmanniens dans Paris. Et elles sont plantées de 2 espèces différentes. Une espèce qui donne beaucoup plus d'ombre que l'autre. Et bien sûr, le soir, on se rend compte que le boulevard Haussmann qui est planté avec des platanes est beaucoup plus frais que le boulevard Poissonnière qui est planté avec des sephoras. Un autre effet dramatique du changement climatique, ce sont les inondations. Le mois dernier, dans la province de Valence, en Espagne, on a dénombré plus de 200 morts. C'est absolument triste. Alors, en Tunisie, à Nabeul, en 2018, on a vécu aussi des inondations très graves avec beaucoup de pertes humaines et de dégâts matériels. Et donc, c'est bien sûr l'effet du changement climatique. Alors, le milieu urbain est un milieu particulièrement vulnérable aux effets d'inondation. Pourquoi est-ce qu'il est vulnérable? Eh bien, parce que les surfaces sont minérales. Une surface minérale n'absorbe pas les ruissellements. Et donc, toute l'eau, elle va aller dans les canalisations qui vont bien sûr déborder. Et donc, on a une augmentation du ruissellement et une diminution de l'infiltration du sol en raison de l'artificialisation du milieu et de l'imperméabilisation des sols. Rapidement ici, donc juste une idée, je vous montre comment ça fonctionne. Donc pour lutter contre le risque d'inondation, il faut diminuer les surfaces imperméables. Vous savez, tous les parkings qui sont complètement bétonnés, on peut les voir autrement, avec des arbres, et aussi tout simplement un revêtement poreux. Je ne sais pas si vous connaissez Gaudi, Antonio Gaudi de Barcelone. Lui, il a été l'un des premiers à avoir inventé ces sols absorbants avec la grande place. Vous savez, des images où on a une grande place avec les bancs en mosaïque comme ça. Et bien cette place-là est une place absorbante. Donc toute l'eau qui descend, elle est conduite à travers les colonnes du marché qui se trouvent en bas vers un grand réservoir et elle est stockée pour, entre autres, arroser le parc dans lequel se trouve ce lotissement. Donc la présence du végétal améliore la filtration des eaux de pluie, limite le phénomène de ruissellement. Il y a une chose, un effet dont on ne parle pas souvent, quand il pleut, la pluie elle tombe sur les arbres. Eh bien, les feuilles d'arbres vont intercepter une grande partie de ce volume de pluie. Quand vous passez sous un arbre après la pluie, vous allez recevoir de l'eau sur la tête. Et donc ça, c'est l'eau qui a été interceptée et qui n'est pas allée grossir le volume d'eau dans des canalisations. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Eh bien, il y a des collectifs d'habitants qui ont initié des actions de débitumisation, c'est juste, des surfaces. Tout à l'heure, je parlais de parking. Eh bien, ce collectif-là, soutenu par un bureau de paysage qui s'appelle Coloco. Donc, si vous rentrez sur le site de Coloco, C-O-L-O-C-O, vous allez trouver cette action-là. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont venus découper à la meule à disque des plaques de bitume pour laisser la nature recoloniser ces espaces-là. N'est-ce pas beau, tout ça? Bien. Donc, évidemment, c'est plus simple, c'est vrai, à la base, de ne pas bitumer. C'est où ça? C'est dans une ville d'Amérique latine, donc un pays en voie de développement, donc c'est possible. Voilà, pardon. Non, pas en Tunisie. En Tunisie, la semaine dernière, devant l'école d'architecture, on a un super rond-point avec des oliviers magnifiques. Pour moi, c'est l'un des plus beaux ronds-points de Tunisie. Eh bien, ils sont en train de le paver à Zemzo. Pas encore. Voilà. Donc, on regarde impuissant ce qui se passe. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Pour nous étudiants, on dit voilà ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Donc,
Sidi Bou Saïd, devant l'école d'architecture. Voilà, et donc on compte sur vous, les journalistes, pour sensibiliser les acteurs de la ville pour ne pas faire ce genre d'erreur. On part bien sûr toujours d'une bonne intention. Hein. Voilà. Donc une autre manière de lutter contre les effets d'inondation, c'est de faire ce qu'on appelle la ville éponge. Vous savez, l'éponge, elle absorbe l'eau, et puis après elle peut sortir sans causer de dégâts. Bien, c'est le même principe qu'on va appliquer à des stratégies urbaines. Donc ici, c'est créer ce qu'on appelle des nous urbaines. Des nous, c'est comme des petites rigoles ou des plans d'eau qui permettent à l'eau de rentrer dans la ville et de ressortir sans causer de dégâts. D'accord? Puisque, de toute façon, l'eau, elle est là. Il faut faire avec. Et l'idée, c'est de retrouver ce contact avec l'eau pour en faire une ressource, pour agrémenter finalement nos espaces publics. Donc ce n'est plus une catastrophe, ce n'est plus un inconvénient, c'est presque un potentiel pour la ville. Voilà, ces exemples-là sont très utilisés dans les pays nordiques et aussi dans les Pays-Bas. Ici, on a des images avec ce qu'on appelle aussi des jardins de pluie. Nous avons des dispositifs végétalisés le long des routes, par exemple, qui permettent d'absorber les eaux excédentaires. L'avantage de végétaliser ces espaces-là, c'est que le végétal va aussi purifier ou filtrer ces eaux-là. Vous savez, quand l'eau tombe sur une chaussée et qu'elle ruisselle, eh bien, elle se cherche de polluants. Tous les polluants que nos voitures déposent sur la chaussée. Ils vont être lavés et ces eaux-là vont être extrêmement polluées. La présence de végétal va permettre de les filtrer un petit peu et qu'ils descendent dans la nappe sans polluer la nappe qui est une ressource. Une autre manière de diminuer les surfaces imperméables, c'est les toitures végétalisées. Vous savez, quand vous survolez la ville, vous voyez beaucoup de toits. Eh bien, ces toits-là, que Le Corbusier a nommé la 5e façade, c'est un potentiel pour la ville. C'est une ressource dont on n'a pas beaucoup de foncier, exactement. Donc autant les réutiliser pour faire justement des toitures végétalisées. Donc quand on fait des toitures végétalisées, on diminue certes les surfaces imperméables, puisque ici, ces surfaces-là vont absorber l'eau, mais aussi on va gagner du végétal qui va enrichir la biodiversité, améliorer la qualité de l'air et tous les autres rôles dont j'ai parlé au début de cette communication. Alors comment faire? Quelle solution pour végétaliser l'immigré urbain dense? Expérience venue d'ailleurs. Quand on est dans une ville dense, il n'y a pas beaucoup de foncier. Pour faire un jardin, il faut de l'espace. Alors comment on fait? Eh bien, voici quelques exemples. Là, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme tactique fait avec les habitants. En 2 mots, sans vouloir trop faire de cours, il y a 2 manières de faire les villes. D'abord, il y a les planifications stratégiques. Les planifications qui sont initiées par l'État, à travers les documents d'urbanisme, les plans d'aménagement urbain en Tunisie. En France, on parle de plans locaux d'urbanisme. En Suisse, je ne connais pas très bien la terminologie. Et ces documents-là sont censés être après être opérationnels et être réalisés sur le terrain. Or, très souvent, en tout cas en Tunisie, ça prend un temps fou. Un plan d'aménagement urbain, pour qu'il soit approuvé, ça peut prendre 10 ans. Entre-temps, c'est trop tard. Les espaces ont été, construits par les habitants, occupés d'une manière complètement illégale, bien sûr. Ça, on sait très bien comment ça fonctionne dans l'ensemble pas uniquement en Tunisie, mais je pense que c'est pareil en Algérie et dans toutes les villes, en tout cas en Afrique du Nord. Et puis, donc il y a une très grande lenteur. Et puis, des fois, par exemple, un parc urbain, quand il doit être, c'est un plan d'aménagement urbain prévoit la création d'un parc, il peut ne jamais être réalisé. Parce que d'une part, soit le terrain est occupé par des gens qui sont venus le construire, et on ne peut pas les empêcher de construire, enfin, ils ont besoin de se loger. Le logement est aussi un besoin auquel il faut répondre. Et puis, il n'y a pas finalement de prise de conscience des acteurs de la ville que c'est important de faire un espace vert. Au niveau des communes, c'est plus quelque chose qui les embête, entre guillemets, qu'autre chose. Parce que ça coûte cher en entretien, ça prend un foncier
qui est précieux. Et puis après, ça devient très souvent des décharges pour tous les déchets dont on a parlé tout à l'heure, dont vous avez parlé, et en particulier des déchets végétaux. Ça, on l'a constaté. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'avoir recours, j'avais écrit ça, d'avoir recours à l'urbanisme tactique, c'est faire la ville avec les habitants, voilà, de manière directe, avec les associations. Ici, juste, je vous montre quelques exemples. Ici, c'est l'exemple des parklets à San Francisco. Donc, je suis partie assez loin, après je vais revenir, ne vous inquiétez pas, je finis. Donc, ici, c'est les habitants qui ont occupé une place de stationnement de voitures pour faire ce qu'on appelle un micro-paysage. Ici, ce n'est pas uniquement les habitants, mais à Montréal, c'est avec la commune de Montréal qui soutient les habitants pour créer ce qu'on appelle des rues oasis. Des petites rues qu'on va piétoniser et qu'on va planter. Et évidemment, vous avez compris, l'ennemi de le végétal dans la ville, c'est la voiture. Hein. Donc quand on diminue la place de la voiture, on augmente la place pour le végétal. À Paris, il s'agit d'une stratégie d'une très grande envergure qui a été initiée, non pas par les habitants, mais par la commune de Paris, par Anne Hidalgo, qui l'idée c'est de planter 170 000 arbres, 4 forêts urbaines et des bitumés, 100 hectares. Donc, évidemment, les automobilistes ne sont pas contents, mais bon, ils vont changer leur mode de transport. Alors, quelques exemples rapidement d'une roue oasis. Donc, vous avez ici le avant, ici après. Ici, c'est une contre-allée qui a été végétalisée. Donc, avant, après. L'exemple de la place d'Ambetta, avant, après. Donc, il y avait une place qui était complètement minéralisée. Alors, on a essayé de réduire la place de la voiture pour ramener du végétal. Après, on a la place ici de la Nation, où on a gagné 6000 m² en réduisant la surface de bitume. On a gagné des jardins et on a fait ce qu'ils appellent une couronne ludique avec des parcs et des jardins. Il paraît que les habitants sont très très contents. C'est bien. La ville de Nice, avec l'arrivée du tram, donc changement du plan de circulation, on a végétalisé 3 axes urbains, des axes qui étaient extrêmement denses, petits, et moi j'ai vécu dans cette ville, et quand j'ai vu le projet, j'espère que c'est pas pouvoir les réaliser, eh bien ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils ont mis d'abord des plantes dans des pots pour voir comment ça fonctionne, et après ils les ont mis à terre, et ils ont mis des pistes cyclables, et ils ont élargi les trottoirs pour les piétons. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Voilà. Alors, solution extrême, quand on n'a pas de place au sol pour planter, qu'est-ce qu'on fait? On plante en hauteur. Et c'est un confrère, Stefano Boeri, un Italien de Milan, qui a inventé ce qu'on appelle les forêts verticales. Alors, dans lesquelles, bosque verticale, dans lesquelles on plante, et dans lesquelles aussi les habitants peuvent collecter et s'approvisionner en produits, en fruits, légumes. Donc, voilà, donc c'est bon aussi pour l'économie circulaire. On passe la forêt, une forêt en Chine, on passe. Alors, ça c'est le dernier exemple, après je vous montre une image de Tunis, qui est extrêmement, je dirais, inspirant, c'est Montpellier. Donc, on est venu reconnecter tous les micro-paysages, on a identifié les délaissés, les endroits qui sont en friche. Et dans ces délaissés-là, on a réintroduit la nature et surtout on a reconnecté les espaces de nature. C'est important de reconnecter pour la biodiversité. Pourquoi je dis que c'est inspirant? Parce qu'on peut l'appliquer à d'autres villes qui sont dans le même cas. Et justement, c'est mon projet pour Tunis que j'ai appelé le filament vert. C'est le fil étant l'élément de base d'une trame. Donc, en tissant plusieurs fils, on peut avoir une trame. Et donc, ce filament, il s'agit d'une promenade végétalisée qui part d'ici, du parc du Belvédère, cette porte-là, qui longe le parc du Belvédère, qui traverse les différentes couches du palimpseste urbain de la ville, différents tissus de la ville, pour arriver jusqu'au deuxième grand élément naturel, qui est le lac de Tunis. Sur ce filament-là, j'ai identifié les espaces de nature existants et aussi les friches qu'on peut justement réhabiliter et renaturer pour créer une promenade verte continue. Je vais aller directement à la conclusion, si vous voulez bien.
avancé. Quelques images du filament vert. Voilà, l'ancien. Bon, je ne vais pas. On continue. On va arriver jusqu'à la conclusion si vous voulez bien. Voilà, quelques images du filament. Voilà. Donc les SBN, les solutions basées sur la nature, Nature Based Solutions, ont montré qu'elles restent un levier d'action majeur pour rendre nos villes plus résilientes au changement climatique, mais aussi plus supportables pour la planète. C'est dans la ville que tout se passe. Donc les grandes métropoles dans le monde se dotent de projets de végétalisation de plus en plus audacieux. Je vais montrer Paris, mais il y a évidemment plein d'autres exemples. Finalement, les projets de végétalisation deviennent des arguments de campagne électorale. Voilà, souvent on va aller voter pour celui qui va renaturer le plus la ville. Je ne parle pas encore de la Tunisie. La métropole tunisoise et les villes d'Afrique, d'une manière générale, possèdent des atouts majeurs pour renaturer la ville. Ces atouts-là, ce sont les parcs et les jardins que nous avons hérités des différentes époques. À Tunis, je parlais du parc du Belvédère et le parc du Passage. Il y a le parc, la place Barcelone qui a été transformée, les jardins de la Méditerranée, les jardins des droits de l'homme de Mohamed Khamis et d'autres. Que vous parlez de ceux du centre. Jardins japonais. Seulement, ces jardins-là ne sont pas connectés entre eux. La connexion est importante pour tisser une trame verte. Ils ne sont pas équitablement répartis dans l'espace. Et finalement, sur l'ensemble d'une métropole comme Tunis, le nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant reste très très faible. Je parle de Tunis que je connais bien, c'est sûrement le cas aussi d'autres villes algériennes, puisque j'entends mes collègues parler dans les colloques et on parle tous, finalement, on a tous les mêmes conclusions. Nos documents de planification stratégique mettent un temps fou à être approuvés et parfois ils ne sont jamais réalisés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, en fait, la place du vert dans les documents de planification, quand on les étudie à travers le temps, eh bien, elle se réduit comme une peau de chagrin. Rapidement, le schéma directeur d'aménagement du Grand Tunis donne des orientations de végétalisation. Ces orientations n'ont jamais été réalisées. Il a été approuvé en 2010. Le plan d'aménagement de la commune de Tunis parle d'un plan vert. Il a été approuvé en 2017. On est en 2024, fin 2024. Rien n'a été réalisé. Ni même aucune étude n'a été présentée. Il y a un autre document qui s'appelle la grille des équipements dans laquelle il y avait 3 types d'espaces verts, parc, jardin de quartier et square. Ils ont éliminé les parcs et les jardins de quartier. Ils ont laissé que la plus petite part. Et finalement, ce qu'on met dans les lotissements comme espace vert, ce sont les chutes, les espaces qu'on ne peut pas vendre. Et donc, ce sont les déchets qu'on met comme espace vert. Donc, il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience des autorités publiques, des acteurs de la ville, sur l'importance du rôle du végétal en période d'urgence climatique. Et aussi travailler avec les associations. Elles sont nombreuses, elles existent et elles font des choses absolument magnifiques. Et donc aujourd'hui, je suis très contente de parler à des journalistes. Vous êtes, le 4e pouvoir, les médias, et je suis sûre que vous allez pouvoir sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de la végétalisation de la ville, car la ville de demain sera végétale ou tout simplement elle ne le sera pas. Voilà, sur ce, je termine. Merci Madame Mimosa.